Donc, mesdames, messieurs, bonsoir. Bienvenue à ces rencontres organisées par la médiathèque du Centre culturel Chibaou, qui sont donc des espaces d'échange, hein, toujours en deux temps. Alors, une présentation d'éminents spécialistes, et puis ensuite un débat avec la salle. Vous vous souvenez, vous avez un micro qui est disponible, qui sera disponible de part et d'autre de la salle CCA tout à l'heure. Alors, nous avons la chance ce soir de recevoir ce monsieur, 1,95 m, tout en verticalité. Donc je lui ai demandé, je l'ai presque supplié de rester assis. Parce que bon, si le ridicule ne tue pas, il arrive qu'il pique durablement quand même. Donc je le remercie d'avoir accédé à ma requête. Plus sérieusement, Franck Juanes, puisque c'est de lui qu'il s'agit, est désormais docteur en histoire contemporaine. Donc il a soutenu sa thèse sous la férule d'Isabelle Merle, qui est un nom qui doit vous parler, évidemment, elle-même historienne, et qui a ici même, à l'université ou ailleurs, fait pas mal de conférences, produit pas mal d'articles et de monographies qui, au passage, sont disponibles à la médiathèque du Centre culturel Chibaou. Donc Franck a choisi de nous présenter ce soir, j'allais dire, le second volet de ses travaux. Il est toujours question de l'économie de comptoir calédonienne qui, de son point de vue, fait partie de l'ADN du territoire, mais plutôt donc pour la partie contemporaine. Alors peut-être que ça va fuser ce soir, peut-être un peu plus que la conférence précédente, heu, où quand on parle de choses plus contemporaines, voilà, il y a des choses qui sont peut-être plus délicates à entendre ou plus délicates à dire. Enfin, nous verrons bien ça, tout à l'heure. Je voulais juste faire un petit clin d'œil aussi à un photographe qui est donc Pierre-Alain Pans, qui nous a aimablement prêté enfin qui a autorisé l'utilisation de ce visuel. Petit clin d'œil comme ça, c'est quelqu'un qu'on apprécie beaucoup et qui a accepté pour ce soir et puis pour la tournée que fera Franck, puisqu'il est prévu que cette conférence se déroule ensuite au campus de Bakou, si j'ai bonne mémoire, et m'a-t-il dit également à la médiathèque de Poindimier pour les gens que vous connaissez dans ces coins-là. Je voudrais saluer aussi le grand retour de Calédonia. C'est le monsieur qui est là, isolé. Personne n'a voulu s'asseoir à côté de lui, je ne sais pas pourquoi. Calédonia qui revient après une interruption de ses captations. Vous n'êtes pas sans savoir que quelques soucis d'ordre financier les ont touchés. Et donc, c'est leur grand retour ce soir. J'en suis absolument ravi. Je vais leur souhaiter un prompt rétablissement et une longue vie, hein. J'espère qu'ils le pourront, en tout cas de notre point de vue, revenir régulièrement aux conférences qu'on organise et que vous puissiez bénéficier, soit sur leur antenne, soit sur leur chaîne YouTube, des captations en question. Pour ce qui nous concerne très rapidement, j'allais dire demain sans doute, oui, fin de journée peut-être. L'enregistrement sonore sera déjà disponible. Et puis pour ce qui est de l'enregistrement de Calédonia, alors le partenariat exige, si je puis dire, qu'ils aient la primeur évidemment de la diffusion. Donc quand ils pourront montrer cette captation, parce que j'imagine qu'il y a un programme relativement chargé, il y a de plus en plus de conférences dans Nouméa et ailleurs, et c'est plutôt une bonne chose. Donc une fois que cette conférence sera passée sur leur antenne, puis sur leur chaîne, elle sera également disponible sur notre propre chaîne YouTube, que je vous invite à visiter parce qu'il y a déjà beaucoup de conférences, qu'elles soient anciennes plutôt en enregistrement sonore ou plus récentes avec des captations du visuel, parce que ça fait quelques années qu'on travaille ensemble. Et puisqu'on parlait de la médiathèque, j'espère que vous avez eu l'occasion, le temps de consulter rapidement quelques documents qu'on vous a mis à disposition. Alors, il y avait des articles de notre intervenant de ce soir et puis quelques autres documents qui seront cités au cours de cet exposé. Alors évidemment, je pense au travail de Jean Fraisse, mais pas seulement. Il y avait Catherine Butet, je crois, qui est un œuvre qui tient à cœur à notre intervenant. Ces documents-là, ils sont évidemment issus de la médiathèque que vous pouvez visiter, si je puis dire, du mardi au dimanche, de 9 h à 17 h. Je sais que ça fait un peu publicité, mais j'aime bien le dire parce qu'on est toujours en demande de ces publics qui découvrent, qui redécouvrent la documentation, que ce soit les monographies ou même notre fond audiovisuel qui est plutôt même très riche en termes de fiction et de documentaire. Voilà, je ne vais pas être plus long, je vais céder la parole à Franck
Et puis, je vous remercie une dernière fois de votre attention d'abord, de votre venue ensuite et puis je vous donne rendez-vous d'ici, 1 heure grosso modo pour les débats. Merci à vous. Bon, ben, bonjour à tous. Merci d'avoir fait le déplacement pour venir écouter de l'histoire économique. C'est passionnant. Je vais essayer de vous faire vibrer avec de l'histoire économique calédonienne. Toujours un honneur que d'être ici. Voilà, c'est la deuxième fois que je viens, mais voilà, pour moi, c'est important de présenter les travaux auxquels j'ai consacré 10 ans de ma vie, puisque j'ai commencé ma thèse en 2016, mais j'avais déjà fait un mémoire sur l'histoire du Vanuatu en 2014. Ça fait que c'est un peu le fruit de 10 ans de recherche que je vous présente. Et j'avais donné la primeur à Manuel qui m'a m'a gentiment accepté, qu'on continue le partenariat pour faire la deuxième partie, de ma thèse. Donc merci encore à vous d'être là. Je vais essayer d'être clair et d'être le plus clair possible pour que vous, puissiez, voilà, à la fin, si vous le souhaitez, poser des questions, avoir des remarques. Et ce que je voudrais dire aussi, c'est que, voilà, mon travail, est sur, l'histoire, de la Nouvelle-Calédonie et il résonne forcément avec, les choses, actuelles. Et du coup, c'est, important, je pense, en ces temps de réflexion, de discussion, de continuer à se renseigner et à se poser des questions. Donc, voici, le second volet. J'étais venu en 2000, il y a 2 ans de ça, pour présenter la première partie de ma thèse intitulée «Gardien du port, une histoire de l'économie de comptoir calédonienne, des origines à nos jours». Donc, comme l'a dit, Manuel, cette thèse, je l'ai, soutenue, l'année dernière sous la direction de Isabelle Merle et Vincent Géronimi, un économiste. Dans la première partie, je détaillais la genèse de l'économie de comptoir, comment c'était né l'économie de comptoir calédonienne et sa progressive, mise en place. Et ma présentation s'arrêtait au moment de la Seconde Guerre mondiale. Donc, moi, je suis historien. Ça signifie que mon matériau principal, c'est le temps. Et j'ai été particulièrement inspiré par les travaux de Fernand Braudel sur la longue durée. Donc, j'envisage l'histoire économique calédonienne à travers la notion de structure, c'est-à-dire les structures, ce sont des forces qui ont orienté et qui orientent encore l'histoire, l'économie et les courants économiques et les changements de la Nouvelle-Calédonie. Ces structures, donc j'en donne 4. C'est la géographie insulaire avec ses potentialités et ses contraintes. C'est la coutume kanak qui est encore bien vivante aujourd'hui sur le plan économique. Ensuite, c'est le capitalisme européen qui s'est installé à la suite des premiers centaliers et qui est devenu une composante intégrante de l'économie du pays. Et c'est enfin, depuis 1853 et l'imposition de la souveraineté française, donc la souveraineté française en Nouvelle-Calédonie, qui est une structure fondamentale pour comprendre l'économie calédonienne. Donc d'une manière ou d'une autre, ces structures, elles interagissent et elles se recoupent. Et elles expliquent à la fois la mise en place de l'économie de comptoir, ce que je vais vous montrer ce soir, les changements observés dans les années 1950, dont je vais particulièrement parler aujourd'hui, mais aussi de manière plus contemporaine, la dualité économique qui est vécue au quotidien par les Calédoniens. Parmi les références de mon travail, il y a la nouvelle économie historique, pas hystérique, c'est autre chose. La nouvelle économie historique, c'est un mouvement de pensée qui est né aux États-Unis dans les années 1970, dont les maîtres à penser sont Acemoglu et Robinson. Ils ont eu le prix Nobel d'économie l'an passé. Et ce courant économique, ce courant de pensée, essaie de réfléchir, donc c'est des économistes qui essayent de réfléchir à comment les institutions, quelles qu'elles soient, ont contribué aux problèmes de développement qu'on peut constater aujourd'hui,
aux inégalités en particulier et aux questions de croissance. Donc c'est traiter des questions historiques très contemporaines en utilisant la longue durée et l'histoire. Et donc pour ces économistes, la notion d'institution est particulièrement importante. Donc je vous ai mis la définition de North d'institution au tableau, mais ce qu'on peut retenir, c'est que ces institutions, au sens large du terme, elles peuvent être des lois, des mécanismes, des corps institués, des lieux de pouvoir, c'est très varié, des manières de faire et de penser qui sont le fruit de l'histoire. Et ces institutions économiques, elles se cumulent, elles évoluent, elles disparaissent et parfois, et souvent même, elles persistent. Et c'est sur ce dernier point que je souhaite insister ce soir. Je souhaite donner à voir au grand public, donc, quelles sont les institutions de l'économie de comptoir calédonienne qui ont persisté jusqu'à aujourd'hui. Le sommaire de ma présentation, alors attendez, voilà, ça y est, c'est ça. Elle sera divisée en 3. D'abord, ça sera une petite session de rattrapage sur le fonctionnement de l'économie de comptoir, un peu comme je l'avais présenté la fois dernière. Ensuite, on va s'attaquer à la période des années 1950 et 1960 et 1970, que j'appelle le changement de dimension et le développement capturé de cette période. Et enfin, la dernière partie, on verra les 50 dernières années de manière assez succincte, mais pour voir cette question des changements, mais aussi des persistances. Donc, vous avez cette image pour illustrer la première partie. C'est une carte postale qui a été colorisée, qui date des années 30 et qui montre les bateaux de la Société du Tour de Côte qui sont à quai, à Nouméa. Donc la Société du Tour de Côte qui était le maillon essentiel de l'économie de comptoir, comme je vais vous l'expliquer. Quand j'ai commencé ma thèse, donc en 2016, je me suis aperçu qu'une expression revenait souvent quand on parlait de l'économie calédonienne, donc l'économie de comptoir, qui était considérée comme un anachronique héritage de l'histoire coloniale. Et je me suis demandé si cette expression, elle avait du sens d'un point de vue historique. S'il était juste, donc quand on parle d'économie de comptoir, on fait référence à un système économique et commercial qui a été mis en place par les puissances européennes dans l'océan Pacifique, dans l'océan Indien, en Afrique, une manière de, on va dire, de gérer l'exploitation coloniale. Et c'est à l'époque moderne, c'est-à-dire il y a 300 ans ou 400 ans de ça. La colonisation de la Nouvelle-Calédonie étant plus tardive, je me suis posé la question de savoir si ça avait du sens de parler d'économie de comptoir pour la Nouvelle-Calédonie, et si ça en avait eu ou si ça en avait encore. Pour cela, j'ai été obligé de fabriquer une définition d'économie de comptoir, parce que dans la littérature nombreuse sur les empires coloniaux de l'époque, on n'a pas de définition précise. Donc la définition que je vous en donne, elle peut être discutée, mais la définition que j'ai donnée dans ma thèse, c'est que, selon moi, l'économie de comptoir, c'est le monopole conféré par la puissance coloniale à un grand groupe de négociants sur le contrôle d'un port ou d'un comptoir de commerce pour exploiter les richesses de son hinterland, c'est-à-dire de son arrière-pays ou de sa zone d'influence. Donc, cette définition, je l'ai appliquée dans ma thèse et j'en ai déduit la périodisation suivante pour la Nouvelle-Calédonie que je vous présente. Cette frise, elle est extraite de ma thèse. Donc, je dégage 3 temps. D'abord, une période que j'appelle les origines et les fondements, dominée par, on va dire, le commerce britannique. Entre la prise de possession et 1892, qui est la loi Méline, on ne peut pas parler vraiment d'économie de comptoir au sens strict, parce que bon nombre des institutions de cette économie de comptoir ne sont pas encore en place. Ensuite, à partir de 1892, là j'ai marqué verrouillage, c'est-à-dire c'est le verrouillage de l'économie de comptoir qui dure jusqu'aux années 1950. Et à partir de 1950, on observe des changements sur le plan économique et politique qui font qu'on ne peut plus parler d'économie de comptoir au sens strict. Donc ça, c'est un petit peu, on va dire en résumé, tout le fil conducteur de ma thèse qui se dégage autour de cette chronologie. Donc,
ce que j'appelle l'économie de comptoir et ce que j'ai décrit la dernière fois, les institutions donc, que je vous ai décrites, il y en a 9. Donc c'est le moment où il y a 9 diapos, enfin il y a 9 institutions. Vous allez se dire, j'espère qu'il y en a pas mis 45 parce que ça va être long. Mais en fait, il y a 9 institutions majeures qui peuvent permettre de comprendre et de définir ce qui était l'économie de comptoir. Donc, je vais essayer d'être bref, mais je vais quand même faire ce rappel pour essayer que vous ayez une idée générale de ce système qui a été omniprésent pendant, entre 1892 et les années 1950. Donc, la première institution sur laquelle on reviendra, c'est la préférence accordée aux importations. Dès le début de la colonisation en Nouvelle-Calédonie, les importations ont été très importantes et en particulier avec l'implantation du bagne, le besoin urgent d'équipement a fait que la Nouvelle-Calédonie a eu besoin d'importer très rapidement du matériel et de la nourriture et d'autres choses. La deuxième institution, c'est l'exploitation d'une main-d'œuvre bon marché. Pour l'économie de comptoir, d'un côté, il y a les importations, mais il est important de trouver du fret de retour qui soit de valeur, qui a non pas une valeur localement, mais une valeur sur les marchés étrangers. Et donc, l'exploitation du main-d'œuvre bon marché, elle est très importante pour pouvoir être concurrentiel sur les marchés étrangers. Et donc, pour cela, l'exploitation d'une main-d'œuvre bon marché était au cœur de l'économie de comptoir. Troisième institution, on s'aperçoit qu'on a une forte pénétration des milieux d'affaires dans les milieux politiques. Dès le début, pareil, de la colonisation, on s'aperçoit qu'à Nouméa, les négociants, le haut négoce, sur lequel je reviendrai, est très proche des instances politiques et même représenté complètement dedans, parce que les milieux politiques ont besoin d'eux, enfin les milieux politiques, les milieux de l'administration, en ont absolument besoin pour ravitailler la colonie, c'est indispensable. Ensuite, la quatrième institution, c'est que l'économie de comptoir a une tendance extravertie. Comme je le dis, elle veut produire, non pas pour consommer localement, mais pour exporter. Et cette tendance extractive, elle implique que la production, en fait, on utilise ce que je disais, voilà, on essaye de produire plus plutôt pour exporter. Ensuite, les communications maritimes subventionnées. Donc, je vous ai parlé du tour de côte. Tout le long de la période de l'économie de comptoir, entre 1892 et 1950, ce qui fait le maillon essentiel de l'économie de comptoir, ce sont ces communications maritimes subventionnées. Ça veut dire quoi concrètement? Ça veut dire qu'à partir de John Higginson, en 1872, un négociant armateur est subventionné pour le transport du courrier et des marchandises, pour assurer les communications entre Sydney et Nouméa, mais aussi pour assurer le tour de côte. Donc tant que c'est la domination britannique sur le commerce calédonien qui est de mise, c'est un Britannique qui a ce monopole. Mais avec le passage au protectionnisme français, à partir de 1896, c'est la maison Ballande qui prend à elle seule le tour de côte en main. Et ensuite, à partir de 1902, avec la création de l'Union calédonienne de navigation et de commerce, c'est une sorte on va dire, d'association, d'entreprise collective, dont les actionnaires sont les principales maisons de commerce de Nouméa, qui a le monopole et qui est subventionné pour ravitailler les différents points de la côte en Nouvelle-Calédonie, mais aussi pour extraire la production de copra, de café, etc. Donc les communications maritimes subventionnées, institution centrale de l'économie de comptoir. Plus que 3, ne vous inquiétez pas. Après, c'est le rappel, il est un peu long, mais c'est pour donner un petit peu de corps à cette définition d'économie de comptoir. Un système douanier protectionniste. Là aussi, on est dans une institution centrale de l'économie de comptoir. Pourquoi? Qu'est-ce qui justifie, qu'est-ce qui motive l'économie de comptoir? C'est d'abord enrichir la métropole. Donc, le système douanier mis en place en 1892 à Nouméa et dans l'Empire français en général est un système protectionniste, c'est-à-dire qu'il
favorise les importations et les exportations avec la France et il érige des barrières douanières à l'entrée du port de Nouméa et à la sortie. Donc ça, cette institution, elle persiste encore. L'oligopole dans le port de Nouméa. Donc ce que je vous ai expliqué, c'est que les maisons de commerce avaient la mainmise sur le tour de côte, sur les importations et les exportations du pays. On observe quand on fait la chronique des communications maritimes autour du port de Nouméa entre 1892 et 1950, que le commerce il est dominé par cinq maisons de commerce majeures. Donc je vous ai donné la maison Balland, vous avez donc la maison Balland, la maison Johnston, la maison Barrow, la maison de Béchade et la maison Hagen. Et cette situation est continue entre 1892 et 1950, malgré quelques changements conjoncturels, en particulier la disparition de la maison de Béchade à partir à la suite de la guerre, à la suite de la crise de 1929. Mais on observe que ces 5 maisons de commerce, ou ces 4, dominent ce qu'on appelle l'oligopole, qui domine le port de Nouméa durant toute cette période. Avant-dernière, je parle dans ma thèse de domination politique du haut négoce. Cette expression, je la apprends à Fernand Braudel, qui parle de haut négoce quand il envisage l'économie en 2 niveaux. Vous avez le niveau quotidien, l'économie vécue par tout le monde, l'économie naturelle, journalière, et vous avez, il donne un 2e niveau, c'est le niveau donc du haut négoce, une économie plus sophistiquée, une économie d'initiés, qui oriente la production économique en sa faveur. Et donc ce haut négoce qui se matérialise par des négociants, des armateurs, des avocats, ça peut être différent. Du coup, il a dominé la vie politique calédonienne durant toute la période de l'économie de comptoir. Et ce que je montrais dans la précédente conférence, c'est qu'en étudiant, quand on étudie les élus au conseil général et au conseil privé du gouverneur, donc au conseil général, vous aviez plus de 30% des élus qui travaillaient dans le haut négoce ou qui étaient liés aux maisons de commerce. Et pareil, pour le conseil privé du gouverneur, vous aviez à peu près la moitié des élus étaient proches du monde du négoce ou des maisons de commerce. Et c'est ce qu'on constate durant toute la période de l'économie de comptoir calédonienne. Et enfin, pour finir, cette domination du haut négoce sur l'économie de comptoir calédonienne et sur la politique surtout, elle a entraîné la mise en place d'une fiscalité indirecte, donc à l'entrée du port, sur la consommation, oui, avec de nombreuses exemptions. C'est-à-dire que, d'une certaine manière, au lieu de faire peser l'impôt sur le revenu ou le patrimoine, on faisait plutôt payer l'impôt sur les consommations qui étaient ensuite reporté sur les prix, et donc ça repose sur l'ensemble de la population. Je laisse de côté les seuls qui payaient vraiment sur le revenu, ou le seul impôt direct sur les personnes, il était sur les Canaques avec l'impôt de capitation. Mais là, une grande partie de l'impôt donc, se faisait sur l'ensemble de la population de manière indirecte, et en plus avec des exemptions, et ça c'est très important parce que ça s'est pérennisé, c'est-à-dire que les maisons de commerce et le négoce étant très représentés au Conseil général, il était constamment en lutte avec l'administration coloniale qui essayait de trouver de nouveaux revenus pour financer la colonie. Mais souvent, ce qu'il faisait, c'est qu'il y avait des négociations qui étaient mises en place pour obtenir des exemptions pour tel ou tel secteur, on va dire, ou tel groupe d'entreprises, ou telle personne ou activité. Donc ce système d'économie de comptoir avec ces 9 institutions a été vraiment stable pendant 60 ans de l'histoire calédonienne. Et donc, c'est pour ça que tout à l'heure, Manuel parlait de l'ADN, il est rentré dans l'ADN forcément, puisque du coup, 60 années ou 70 ans d'histoire, c'est quelque chose qui a du poids. Donc voilà pour le petit rappel. C'était le rappel, ou pour ceux qui n'avaient pas assisté à la première conférence, voilà ce que moi j'ai pu montrer dans ma thèse par rapport à l'économie de comptoir. Et là, ce que je vous présente aujourd'hui, c'est
la fin, en fait. J'ai 3 parties dans ma thèse, c'est vraiment la dernière partie sur la partie contemporaine. Alors moi, je suis historien de la longue durée, alors la partie contemporaine, elle va surtout concerner les années 1970, 60, 70 et 80. Vous allez dire, voilà, c'est pas très contemporain, mais quand on étudie l'histoire sur le long terme, effectivement, on se rend compte que les glissements sont importants. Et mon idée était de faire le lien entre le passé et le présent. Donc, à un moment, on est obligé de, pour ne pas perdre l'épaisseur historique, on est obligé de passer par chaque étage pour avoir, justement, pour pas faire des liens trop rapides, dirais-je. Voilà pour la première partie. Donc maintenant, on va voir, comme je vous disais, le changement de dimension de l'économie à partir des années 1950 jusqu'aux années 1970, qui est une période de prospérité. Et on va parler donc de développement capturé. Je vais vous expliquer ce que j'entends par là. Dans les années 1950, nous avons nous avons trois institutions majeures de l'économie de comptoir qui disparaissent. Avec la fin de l'indigénat, on assiste à la fin du travail bon marché. Je ne reviens pas dessus, mais le travail bon marché faisait assurer les exportations de produits agricoles. Cela disparaît dans les années 1950 et la fin de l'indigénat, c'est aussi indirectement la fin de la domination politique à visage découvert due au négoce. J'y reviendrai tout à l'heure. Donc ça, c'est les deux premières institutions qui disparaissent. La troisième, c'est avec le développement du transport routier, c'est la fin du commerce maritime, localement au moins. Et donc là, on a une autre institution majeure de l'économie de comptoir qui disparaît. Donc c'est pour ça que pour moi, à partir de cette période, on ne peut plus parler d'économie de comptoir au sens strict. Mais en revanche, ce que l'on constate, c'est qu'il y a une continuité. On ne peut pas parler vraiment de rupture historique. Et il sera question, donc, dans cette deuxième partie, de parler de cette période de développement en adaptant au cas de la Nouvelle-Calédonie la notion de démocratie capturée qui est proposée par Acemoglu. Donc celui-ci, il parle de démocratie capturée pour décrire de quelle manière l'élite politique dans les pays issus de la décolonisation s'est approprié le pouvoir laissé vacant au départ de la tutelle coloniale. Donc j'ai adapté ce concept en parlant de développement capturé, car l'étude des années 1950 et 1960 montre la mainmise des anciennes tenantes de l'économie de comptoir qui ont bénéficié, dans le prolongement du capitalisme français, des investissements réalisés par l'État durant cette période. Donc, je vous mets cette image de l'échangeur de Ducos et de sa construction pour amorcer ma réflexion sur cette idée de développement et de changement de dimension calédonienne. Dans les années 1950, 1960 et 1970, la Calédonie change de visage. Et on voit bien, à travers cette photo, les nouveautés qui apparaissent. Quelques chiffres peuvent permettre de prendre la mesure de ce qui se passe, de ce qui se joue à l'époque. Dans une économie insulaire extravertie comme la Nouvelle-Calédonie, étudier l'évolution du trafic maritime, c'est un excellent indicateur de l'activité économique et de sa prospérité. Donc la période de 20 années qui nous intéresse, après la Seconde Guerre mondiale, elle est marquée par un véritable envol du trafic. Le graphique là, que je vous présente, il replace cet envol du trafic dans la longue durée. Entre 1909 et 1970, le nombre du bateau qui entre dans le port de Nouméa augmente progressivement, mais à partir des années 1950 et 1960, la progression est impressionnante. Le trafic est multiplié par 3 entre 1950 et 1960 et il est multiplié par 2 la décennie suivante. Donc on observe durant cette période la capacité de chargement des navires augmente fortement aussi. Donc, ce qui montre que les volumes échangés et l'intensité de l'économie calédonienne prend vraiment une autre dimension. Et ça se fait à la faveur des 30 Glorieuses. Ça s'inscrit dans un moment de prospérité économique mondiale. L'explosion des importations,
on la retrouve si on détaille par secteur. Donc, le diagramme là, que je vous présente, il montre dans quelle proportion l'activité économique s'emballe entre 1950 et 1970. Les importations de matériaux de construction, elles sont multipliées par environ 75 en volume. De 3 000 tonnes, elles passent à 220 000 tonnes de marchandises importées. De même, si on s'intéresse à la consommation des véhicules, ou plutôt à l'importation des véhicules, et donc des hydrocarbures qui y sont associés, qu'on retrouve aussi sur le travail minier. La multiplication est par 30 entre 1950 et 1970. Au total, sur cette période, le volume des importations, il est multiplié par 10. Cet envol de la consommation, que l'on retrouve donc à l'étude des importations, il trouve son pendant dans ce qu'on appelle les exportations de produits miniers calédoniens, donc les minerais et les maths qui sont envoyés vers la France pour les maths. Donc, on a souvent entendu parler de boom du nickel. L'expression boom du nickel, elle est couramment utilisée en Nouvelle-Calédonie pour désigner en fait cette courte période au tournant des années 1970, durant laquelle les affaires minières, mais aussi les affaires en général, s'emballent. Donc c'est une brève période de 3 ou 4 ans de grand enrichissement pour ceux qui eurent les moyens d'investir. Et à ce moment-là, Jean Fraisse explique que le boom il se fait entre 1968 et 1971. Ces 3 années durant lesquelles les exportations de minerais de nickel s'approchent et atteignent 4 millions de tonnes, niveau qu'elles ne vont retrouver ensuite que dans les années 1990, soit 30 ans plus tard. Si on prend du recul, toujours l'intérêt de la longue durée, c'est que pour nous, le boom du nickel, il représente la période de l'après-guerre où la prospérité était à son maximum, d'une certaine manière. Parce que si on regarde sur le temps long, c'est la fin d'un cycle long de prospérité qui dure 25 ans, depuis en gros la fin de la Seconde Guerre mondiale et la reprise de l'activité. Cette phase de croissance économique, malgré quelques infléchissements annuels, elle symbolise le passage de l'économie calédonienne d'un stade assez rural, où l'économie de comptoir était reine, à une société de consommation sous l'effet de la nouvelle donne économique internationale. Donc ce changement de dimension de l'économie, il atteint un premier stade d'achèvement pendant le boom du nickel, même si on observe ensuite une période de dépression au moment de la crise pétrolière. Cette dimension atteinte en 1970, c'est celle de la nouvelle économie calédonienne. Après ce premier gonflement, la dimension industrielle de la Nouvelle-Calédonie s'est maintenue jusqu'à aujourd'hui, gonflant encore progressivement, malgré les ralentissements liés aux crises. Donc, le changement de dimension qu'on observe dans les années 1950-1970, que je viens de vous décrire, il a une double origine. D'une part, comme je dis, c'est le contexte favorable de l'après-guerre qui l'explique, les 30 Glorieuses, mais aussi c'est l'attitude volontariste de l'État français de financer et de soutenir le développement de son ancienne colonie qui l'explique. D'où la raison exogène. Donc, maintenant, je vais vous montrer que, encore avec une comparaison avec le Vanuatu, que la France, en investissant dans les années 1950-1960, elle n'était pas non plus désintéressée, que ça s'inscrit dans un jeu économique. L'idée, c'était de tirer profit aussi de son ancienne puissance, de son ancienne colonie. Donc, c'est pour ça que j'ai intitulé ça, l'ex-puissance coloniale doit tirer son épingle du jeu. Donc, entre 1950 et 1970, la France investit massivement en Nouvelle-Calédonie. Alors que jusqu'à la Seconde Guerre mondiale, elle avait laissé sa colonie en grande partie s'autofinancer, on assiste à un changement de paradigme. Il s'agit du passage de la colonisation, avec l'idée de mission civilisatrice, à celui de développement. Je vous renvoie ici aux travaux de Cooper, qui explique toute l'ambiguïté de la notion de développement dans la définition qu'il en donne. Donc la définition est la suivante. À la différence de la catégorie plus ancienne de civilisation, le développement renvoie d'abord à des changements concrets et à un progrès mesurable. Ça, c'est la base. Cette catégorie qui établit une hiérarchie entre ceux qui ont atteint le développement et ceux qui ne l'ont pas atteint
constitue aussi un langage dans lequel on peut revendiquer les ressources permettant d'avancer dans ce sens. En d'autres termes, cela signifie que l'État français souhaite contribuer au développement de son ancienne colonie dans la mesure où il y aura un bénéfice en retour. Dans ce domaine, raison d'État et raison économique agissent de concert. Pour prendre la mesure de ce que cela signifie, je vous propose de faire une légère digression donc, et d'aller voir ce qui s'est passé au Vanuatu, à Port-Vila, à la même époque. Les Nouvelles Hébrides, elles faisaient partie intégrante de l'économie de comptoir calédonienne et elles étaient sous souveraineté française. Cependant, alors que la France investit massivement en Nouvelle-Calédonie, dans les années 1950 et 1960, les documents de l'époque le montrent très bien, elle ne le fait quasiment pas dans l'archipel voisin. Pourquoi? Premièrement, il s'agit de l'existence du condominium, donc la double souveraineté, qui faisait que la France n'avait pas totalement les mains libres dans sa gestion politique et économique de l'archipel. La deuxième raison, c'est que le Vanuatu est économique, ne bénéficiait pas d'un intérêt économique suffisant, car à l'époque, la culture du copra était en déclin et les importations de l'archipel, elles venaient en grande partie non pas de France, mais d'Australie, même si une partie venait de France. On pourrait rajouter une troisième raison, c'est la présence moins importante de colons européens aux Nouvelles Hébrides qu'en Nouvelle-Calédonie, qui est une raison qu'il ne faut pas négliger non plus. Si l'État français a rechigné à investir au Vanuatu dans les années 1950 et 1970, à la même époque, il a massivement, comme je vous le disais, investi en Nouvelle-Calédonie, car il savait pouvoir compter sur des retombées positives, donc des retombées rapides sur le plan économique, pour l'économie française, mais aussi il pouvait compter sur les retombées positives du nickel calédonien, à la fois pour sa propre économie, mais aussi pour financer en partie les investissements budgétaires en Nouvelle-Calédonie. C'est intéressant de retrouver dans les plans d'investissement du Fonds d'investissement et de développement économique et social, le FIDES, dans les années 1960, les plans qui sont mis en place se traduisent par deux scénarios. Un scénario avec des cours du nickel élevés et un autre avec des cours du nickel bas. Donc la France et les Nouvelles Hébrides sont devenues la République indépendante du Vanuatu en 1980, alors que la Nouvelle-Calédonie est restée dans le giron français. La divergence s'est essentiellement faite car l'État français savait que le retour sur investissement se présenterait rapidement en Nouvelle-Calédonie, alors qu'aux Nouvelles Hébrides, il était très très compromis. Donc, alors qu'aux Nouvelles Hébrides, les importations australiennes dominaient, à Nouméa, depuis 1893, les importations françaises en valeur avaient dépassé celles des colonies britanniques. Cette tendance, elle a fait que s'accentuer durant tout le XXe siècle, à l'exception des deux guerres mondiales. En 1963, 57% des importations étaient françaises en Nouvelle-Calédonie, contre 17% australiennes. Si l'Australie donc bénéficie d'une proximité qui tend à diminuer les frais de transport, les normes, les barrières douanières et les démarches administratives qu'elles impliquent, la monnaie, la langue et la culture française, les réseaux commerciaux implantés en Nouvelle-Calédonie, ont encouragé les importateurs calédoniens à se fournir en France. Donc le retour sur investissement se fait très rapidement. Il est flagrant que l'économie métropolitaine comble une bonne partie des nouveaux besoins. Donc là, dans ce graphique, si les hydrocarbures viennent essentiellement du Golfe Persique en 1970, donc en vert sur le graphique, et que le charbon il est nécessaire à la métallurgie de la SCN, le charbon nécessaire à la métallurgie de la SLN, il provient d'Australie, du coup en rouge. Dans presque tous les autres secteurs, la France arrive en tête, en bleu sur le graphique, pour les importations de denrées alimentaires. Donc malgré des échanges avec de proches marchés producteurs comme l'Australie et la Nouvelle-Zélande, 60% des importations viennent de France en 1970. Pour les véhicules, malgré les besoins des Calédoniens en véhicules tout-terrain produits par les États-Unis, la France remporte presque 90% du marché. Pour les marchandises diverses, 50% viennent de France.
La France bénéficie à la fois de pouvoir exporter les produits de son industrie, mais son industrie bénéficie aussi des importations, des exportations calédoniennes à destination de la métropole. La domination française observée dans les importations se retrouve encore plus marquée au niveau de ces exportations. La France a remis la main sur les exportations de produits de nickel, des produits de fusion de la SLN après la Seconde Guerre mondiale, et l'industrie métropolitaine reçoit aussi les productions agricoles de la Nouvelle-Calédonie. Donc le changement de dimension de l'économie calédonienne, il a profité en premier lieu à l'économie métropolitaine et à son industrie. La souveraineté française, en se maintenant, a perpétué son protectionnisme économique sur le lointain archipel. Donc maintenant qu'on a réfléchi à cette place jouée par la métropole et l'État français dans le développement économique de la Nouvelle-Calédonie des années 1950-1960, revenons maintenant aux tenants locaux de l'ancienne économie de comptoir, afin de voir de quelle manière ils tirèrent eux aussi leur épingle du jeu. Donc c'est ici que je parle de la notion de développement capturé. Il s'agit de souligner en fait la place privilégiée des anciennes maisons de commerce, de l'économie de comptoir, dans les années 1950, 1960 et 1970, durant le changement de dimension de l'économie calédonienne. Donc là, j'aimerais donner quelques éléments sur l'évolution politique de l'époque qui est importante. On observe des glissements dans la pratique du pouvoir. Quand Acemoglu parle de démocratie capturée pour caractériser le rôle joué par les élites africaines lors de la décolonisation, il voulait mettre en avant les mécanismes politiques qui les ont placés au centre du pouvoir. En Nouvelle-Calédonie, durant la période de développement, le pouvoir politique, il est en grande partie resté à Paris, puisque la souveraineté n'a pas été transférée. D'autant plus qu'après la période d'autonomisation qui accompagna la création du territoire d'outre-mer, dans les années 1950, les années 1960 furent plutôt marquées par une reprise en main du pouvoir de la part de l'État gaulliste. Localement, le haut négoce, a en plus perdu le pouvoir dans les institutions représentatives à partir de 1953, avec le droit de vote accordé aux Kanaks et avec la création de l'Union calédonienne. Donc c'est pour ça que je vous ai mis la photo ici. Le haut négoce perd son pouvoir de jurer, c'est-à-dire selon la loi, au sein de la principale institution représentative du territoire d'outre-mer, la nouvelle assemblée territoriale, dotée de compétences économiques. Même si le haut négoce, perd son pouvoir de jurer, en revanche, il garde un pouvoir de facto dans le domaine économique. En fait, si on regarde de plus près l'étude de la composition du bureau de la Fédération patronale calédonienne, que je vous ai mis au tableau pour 6 années, elle est révélatrice de ce maintien des maisons de commerce à des places importantes, donc à la Fédération patronale. Donc, on peut retrouver aussi d'importants membres des maisons de commerce à la chambre de commerce, qui représentent plus le haut négoce que les petits commerçants. Et c'est intéressant de constater que c'est à partir de la chambre de commerce que sont nommés les membres des commissions du plan chargées d'orienter l'investissement économique et le développement du territoire dans les années 1960. Dans ces commissions, on va trouver donc plutôt les élus de la chambre de commerce et on va trouver très peu de Kanaks, alors que essentiellement on les retrouve beaucoup à l'Assemblée territoriale, mais dans les commissions chargées du développement économique et de son orientation, on en retrouve plutôt peu. Donc cela montre de quelle manière les représentants des anciennes maisons de commerce sont restés bien placés dans le processus de prise de décision économique. Donc cette nouvelle situation, je reprends le concept de Jean Fraisse pour la définir sous l'appellation d'oligopole de collusion. Donc cette expression elle est un peu vague quand on y pense. Cependant, si on commence à étudier les membres des principales institutions économiques du territoire de l'époque, elle prend tout son sens. Cette position centrale dans l'économie des anciennes maisons de commerce, elle était d'autant plus importante qu'en plus de rester bien placées dans le processus de décision, les maisons de commerce gardaient en main d'importants capitaux, hérités de la période précédente, mais aussi et surtout la mainmise sur les circuits commerciaux.
Je vous ai parlé de l'oligopole du port de Nouméa tout à l'heure. Donc l'oligopole dans le port de Nouméa que je vous ai décrit, il s'est maintenu à la suite des années 50. On voit des permanences dans l'activité maritime. Les cinq principaux consignataires d'avant-guerre, la SLN, les messageries maritimes, les maisons Balland, Hagen et Johnston, elles restent bien placées dans les années 50, 60 et 1970. La maison Balland, après avoir traversé une période difficile dans les années 30, revient sur le devant de la scène et voit ses importations s'intensifier à mesure que le trafic calédonien augmente. La maison Johnston, qui était le premier consignataire calédonien avant la guerre, connaît une période difficile, mais aussi dans les années 1950-1960, on voit ces importations reprendre. Enfin, la maison Hagen connut d'importants changements. Après avoir délaissé l'armement dans les années 1950 pour devenir une agence maritime, le nom de la maison Hagen disparaît des registres du port pour laisser la place à celui de Edward Pancoast. À côté de la maison Johnston, donc, et de la maison Balland, Edward Pancoast fait figure de gardien du port. C'est pour ça que je reprends une notion que j'utilise dans ma thèse pour définir les armateurs négociants qui avaient une importante part, qui était d'une certaine manière incontournable dans le port de Nouméa au niveau de l'import et de l'export. Donc, à côté de la maison Balland et Johnston, Edward Pancoast qui fait figure de nouveau gardien du port à partir des années 1960. Son ascension, elle s'inscrit dans la lignée de l'économie de comptoir, mais elle traduit aussi, en fonction de son histoire, certaines évolutions de l'ancienne colonie. Il construit sa fortune en utilisant le réseau de son père, mais aussi en développant ses propres affaires. Dans les années 1950, il crée l'agence maritime Pancoast pour transporter le nickel au Japon. Et en 1964, ses exportations de minerais dépassent celles de la maison Balland. La même année, il est représentant dans le port de plusieurs grandes lignes maritimes. Donc, on voit bien ce maintien de l'oligopole dans le port de Nouméa, mais à l'image de l'entreprenant Edward Pancoast, l'étude de la situation commerciale des années 1960-70 révèle l'apparition de nombreux acteurs dans le port et sur les circuits commerciaux. En fait, le changement de dimension de l'économie de comptoir, en changeant de volume, et la modernisation du secteur commercial, ils ont permis aux anciennes maisons de commerce et aux gardiens du port d'augmenter leur activité tout en laissant de la place à de nouveaux arrivants. Deux études réalisées par la Direction des affaires économiques en 1962-1963, dont sont extraits ce tableau, qui repose sur la liste des importateurs dressés par la fédération patronale, ils permettent de se faire une idée de la hiérarchie du haut négoce. Sous la domination persistante des grandes maisons de commerce de l'économie de comptoir, de nouveaux noms et une multitude d'entreprises apparaissent. Les importateurs spécialisés se multiplient en dessous et tirent leur épingle du jeu en devenant les intermédiaires privilégiés du petit commerce de proximité. Malgré tout, la domination des grandes maisons de commerce reste manifeste. Le rapport du service des affaires économiques nous révèle qu'en 1964, les 5 principales maisons de commerce de la place représentent environ 50% du total des importations. Et 7 maisons de commerce représentent 78% des importations de produits alimentaires. Donc la fonction commerciale reste tout de même assez concentrée. Ceci s'explique par le fait que certaines de ces maisons ont créé un réseau de filiales à Nouméa et même à l'intérieur, ce qui a freiné d'autant la croissance des commerçants indépendants. Donc ça, c'est une citation du rapport du service des affaires économiques en 1964. Mais les anciennes maisons de commerce et leurs représentants gardent une place centrale sur les circuits de distribution et dans des secteurs stratégiques de l'économie calédonienne. L'importation de denrées alimentaires, la distribution de viande pour certains, l'assurance. Les gardiens du port restent bien placés dans l'accounage, l'importation d'énergie fossile. Et un monopole collectif est créé sur le gaz à travers la Société de gaz d'Océanie. En 1964, donc, les anciens tenants de l'économie de comptoir restent bien placés aussi dans le secteur minier pour lequel la prospérité internationale favorise les exportations. Les nouveaux acteurs venus de France ne pouvaient pas
ne pouvait pas se positionner sur le secteur de l'alimentaire de gros, par exemple, il était déjà occupé par les grandes maisons de commerce, ni sur celui de la mine, qui exigeait des conditions d'entrée que ces nouveaux arrivants ne pouvaient pas remplir. Ils se sont donc placés sur l'import spécialisé, comme je vous ai dit, mais aussi dans le BTP, bâtiment de travaux publics, et dans l'automobile, qui étaient des secteurs en plein essor. Pour finir cette deuxième partie, rappelons que les investissements de l'État en Nouvelle-Calédonie, ils ont profité en premier lieu à l'économie française, mais aussi aux tenants de l'économie de comptoir, qui est restée au centre du jeu économique, comme je viens de vous le montrer. Pour les Kanaks, qui avaient bénéficié de l'égalisation des droits civiques durant les années 1950, leur place dans l'économie restait cependant subalterne. C'était celle du consommateur ou de la force de travail. Malgré leur présence à l'Assemblée territoriale, comme je vous disais, leur pouvoir de fait, de facto, dans l'économie, il était faible. Nouméa capturait les bénéfices du développement, comme le disait Jean-Marie Tjibaou, le développement de la ville, donc de Nouméa, ne peut pas continuer à se faire égoïstement et impunément en laissant le reste du territoire dans le sous-développement. D'autant plus que le développement global du pays ne peut pas ne pas avoir de retombées bénéfiques sur notre capitale. Donc on retrouve le style un peu alambiqué parfois de Jean-Marie Tjibaou, mais l'idée que les bénéfices ne pouvaient que retomber sur Nouméa est intéressante. Donc voici pour, on va dire, c'était un peu la transition entre l'économie de comptoir et du coup ce développement capturé des années 1950, 1960 et 1970. Donc maintenant, on va faire la troisième partie et on va parler des changements et des persistances que l'on observe ces 50 dernières années. Donc on revient sur les changements et les persistances de ces 50 dernières années. À partir des années 1970, la montée en puissance de l'indépendantisme kanak a contribué à modifier la donne sur le plan économique. L'affirmation de la revendication émancipatrice portée par le peuple kanak, elle est concomitante de la crise économique que connaît le territoire à la suite du boom du nickel pendant le choc pétrolier. Les difficultés des années 70 et 1980 ont rendu encore plus insupportables les inégalités socio-économiques héritées de la période coloniale. Dans ce contexte, l'affirmation des leaders indépendantistes, elle a glissé peu à peu d'une revendication culturelle et foncière à une revendication économique. À la suite de la guerre civile ou des événements des années 1980, la notion de rééquilibrage est venue se positionner en lieu et place de la notion de décolonisation dans les accords ratifiés en 1988 et 1998. Le rééquilibrage, il s'est traduit de plusieurs manières. Les accords de Bercy sur la question du nickel en constituent une étape importante, tout comme ont été les lois sur l'emploi local et la formation des cadres kanaks, mais aussi la mise en place d'une clé de répartition favorable aux provinces gérées par les indépendantistes. Donc ces lois représentent la mise en pratique concrète du principe de décolonisation économique. Cependant, quand il s'agit de travailler la notion de décolonisation, le fait qu'il y ait eu une colonisation de peuplement en Nouvelle-Calédonie, il implique que les héritages coloniaux y soient doubles. D'une part, il y a l'héritage colonial métropolitain, avec la pleine souveraineté, et d'autre part, celui des populations européennes installées depuis un siècle et demi en Nouvelle-Calédonie. Ceci explique que je vais présenter les changements et les persistances de l'économie de comptoir selon ce double aspect. D'abord localement, puis l'héritage métropolitain. Que reste-t-il aujourd'hui des institutions de l'économie de comptoir que je vous ai présentées tout à l'heure? À première vue, peu de choses. Malgré tout, si ces persistances sont peu nombreuses, elles restent omniprésentes dans le quotidien des Calédoniens et orientent encore son développement économique. Donc, l'étude des groupes d'entreprises néo-calédoniens, qui a été réalisée par les auteurs de la Nouvelle-Calédonie face à son destin, montre qu'aujourd'hui, elle permet d'entrevoir à la fois, l'étude des groupes d'entreprises calédoniens permet d'entrevoir à la fois le caractère oligopolistique et le fort héritage de l'économie de comptoir. Parmi les 11 groupes qui sont présentés dans la constellation ici,
se trouvent des anciens gardiens du port, Balland, Johnston et Pentecost. Le groupe Lafleur descend d'un colon qui a réussi dans la mine et la politique, et 3 autres groupes descendent de colons ayant réussi durant les années 1960. Les groupes d'entreprises qui donnent aujourd'hui à l'économie calédonienne son caractère oligopolistique sont particulièrement bien placés dans la distribution, qui constitue pour la majorité d'entre eux le cœur de leur activité. Ils sont représentés dans le port, dans l'affrètement, l'accownage, le transport ou comme transitaires. Parmi eux, la maison Balland reste un acteur dominant. Cependant, le caractère oligopolistique de l'économie calédonienne, il est moins prégnant que du temps de l'économie de comptoir, où seulement 5 groupes dominaient l'économie. Les groupes d'intérêt au cœur de la vie économique sont aujourd'hui beaucoup plus nombreux, comme vous pouvez le constater sur cette constellation, et qui pourraient largement être étoffés et agrandis. Sur le plan politique, la multiplication des groupes d'entreprises en Nouvelle-Calédonie, elle s'est faite à la faveur de l'élargissement du marché. Elle est le synonyme de la perte d'influence progressive des principaux groupes d'intérêt hérités de la période de l'époque coloniale et de la dilution de l'oligopole de collusion. Avec l'arrivée au pouvoir des Kanaks indépendantistes, les nouveaux acteurs du monde des affaires et l'ouverture aux firmes multinationales, qu'elles soient françaises ou étrangères, l'influence de l'ancienne oligopole de collusion se dilue au sein d'intérêts multiples et divergents. Cependant, les auteurs de la Nouvelle-Calédonie face à son destin soulignent que la propension à la collusion reste profondément liée aux caractéristiques du territoire. Elle est d'autant plus importante que les institutions de gouvernement s'acquièrent progressivement avec la marche vers la pleine souveraineté, les attributs d'un État. C'est-à-dire qu'on voit bien que le fait que ce soit une petite économie insulaire favorise donc la collusion politique, c'est le lot de tous les pays insulaires. Et à mesure que la souveraineté, que la Nouvelle-Calédonie récupère des compétences, cette collusion est, disons, on pourrait dire, plus dangereuse. Selon eux, les phénomènes de chevauchement existent toujours, puisque certains chefs d'entreprise occupent ou ont occupé des positions politiques, mais la situation est moins caricaturale. Et il est vrai que le temps de l'économie de comptoir, où le directeur de la première maison de commerce de la colonie se trouvait être aussi le président du conseil général, est bien révolu. Sur le plan fiscal, c'est plus complexe, mais du point de vue fiscal, l'héritage est encore important. 2 rapports réalisés par l'IB permettent de se faire une idée d'ensemble de la fiscalité calédonienne en 2010. Après la création de l'impôt sur le revenu des personnes physiques en 1983, la mutation de la fiscalité calédonienne s'est accélérée, mais le système des contributions indirectes hérité de l'économie de comptoir a continué à peser sur l'économie calédonienne. On observe un basculement, c'est-à-dire que depuis 2010, les contributions directes sont plus importantes que les contributions indirectes. Ce basculement, il n'est pas anodin de souligner que cette transition entre fiscalité indirecte et fiscalité directe, elle s'est opérée à la suite des affrontements des années 1980 et des accords de Matignon-Oudinot. Donc dans ce domaine, il s'agissait d'opérer un rééquilibrage par le biais d'un prélèvement et d'une répartition plus équitable de l'impôt. C'est ce que je disais tout à l'heure pour la clé de répartition, etc. Malgré ces progrès notoires, il n'en reste pas moins que les systèmes des contributions indirectes exonératoires s'est perpétué pendant longtemps. Elles rentraient dans la constitution des prix et contribuaient à la vie chère. Elle a été l'objet d'une tentative de réforme majeure en 2016. La mise en place de la taxe générale à la consommation sur le modèle de la TVA a modifié la base de prélèvement de la fiscalité indirecte et elle touchait une de ces persistances majeures de l'économie de comptoir. Cependant, de nombreux syndicats de métiers optèrent, grâce à des accords de branche, des exonérations. Les nombreuses exemptions à la TGC montrent que le système exonératoire de la fiscalité calédonienne persiste d'une certaine manière. Sa mise en place a marqué, donc la mise en place de la TGC, a marqué une étape importante dans la réforme de la fiscalité
Mais l'influence des acteurs économiques lors des négociations sur les droits d'entrée et sur la trajectoire fiscale du pays montre aussi que l'héritage qui est laissé par l'économie de comptoir, il est surtout très politique. Dernier héritage local que sur lequel je voudrais insister, institution persistante que je voudrais mettre en avant, qui est moins palpable que les précédentes et qui n'est pas facile à mettre en chiffres, il s'agit de la préférence accordée aux importations. Dans ce cas, il est possible de reprendre, comme le font les économistes, de parler de dépendance au sentier. En effet, il paraît difficile aujourd'hui au capitalisme calédonien de sortir de l'ornière commerciale dans lequel il s'est formé et enrichi. L'histoire et la géographie de l'archipel ont fait que pour les dirigeants de l'économie calédonienne, le commerce d'import s'est révélé être le secteur d'activité de loin le plus rentable et le moins risqué. Et cette affirmation est encore vraie aujourd'hui et elle continue à orienter les investissements des principaux investisseurs du pays dans ce domaine. Cette stratégie rationnelle, peut-être stratégie tout à fait rationnelle, pose cependant la question de la réalité d'une politique de développement propre au pays. Les accords de Matignon et de Nouméa ont acté l'intégration de l'héritage des colons en garantissant à leurs descendants leur propriété et la création d'une société calédonienne multiculturelle. Dans quelle direction les capitaines de l'économie calédonienne souhaitent-ils orienter aujourd'hui donc le devenir économique du pays ? Maintenant, passons aux dernières persistances. Cette fois, on va sortir des persistances locales et s'intéresser donc au protectionnisme français. Donc, je vais finir là-dessus. Je souhaiterais terminer en revenant donc sur cette structure majeure de l'économie calédonienne, la souveraineté française. Quand on pense économie de comptoir, le rôle des compagnies de négoce nous vient en premier, ce que je vous expliquais au départ. Mais historiquement et économiquement, l'objectif premier de l'économie et la raison d'être de l'économie de comptoir était d'enrichir l'économie de la métropole. Aujourd'hui, quand on parle des liens économiques entre la France et la Nouvelle-Calédonie, la dépendance de l'archipel est souvent pointée du doigt, et à juste titre. Mais je voudrais attirer votre attention sur ce que la Nouvelle-Calédonie représente économiquement pour la France. Parler de budget revient à parler de balance commerciale, de déficit extérieur. Bertram et Waters ont montré dans leurs travaux que la macroéconomie des petites économies insulaires se démarque des territoires plus grands et non insulaires. Les petites économies insulaires ont en commun de devoir financer des importations nombreuses par des exportations loin d'atteindre le niveau de leurs importations du fait de leurs contraintes spécifiques. À l'origine, le budget de la Nouvelle-Calédonie, il était marqué par le manque de ressources et par de faibles dépenses, et par un faible financement venant de métropoles. Donc cette situation a perduré jusqu'à la Seconde Guerre mondiale. La période de développement que je vous ai décrite, dans les années 1950, a complètement modifié la donne budgétaire. Le territoire est entré en une vingtaine d'années dans une spirale de déséquilibre entre recettes et dépenses, un déséquilibre qui n'a pas encore été résorbé. Dans le domaine des dépenses, selon Jean Fraisse, le gonflement de la dépense publique, il s'est accéléré au moment du boom du nickel. Dans les années 1980, près de la moitié des dépenses publiques étaient constituées par des salaires, ce qui permettait la consommation massive de marchandises importées. Je rejoins Jean Fraisse quand il définit l'économie assistée calédonienne, dans son ouvrage que Manuel vous a présenté tout à l'heure, comme un bouclage complexe entre une économie administrée, une ancienne économie de comptoir et une économie de rente. Depuis 1950, les transferts de fonds sont indispensables pour soutenir la trajectoire budgétaire calédonienne, qui n'a pu compter sur qu'un seul solde commercial bénéficiaire depuis 1979. Même durant la période du boom, le territoire peinait déjà à avoir un solde commercial positif, ce qui invite à envisager les transferts de fonds de l'État comme structurels, voire comme une rente indispensable pour assurer
l'équilibre budgétaire, mais dans l'état actuel des besoins d'importation. L'intégration au marché européen. Donc, nous avons choisi de classer la souveraineté française en Nouvelle-Calédonie parmi ces structures qui ont orienté sur la longue durée la destinée des populations calédoniennes. Et le protectionnisme commercial français, il est devenu européen avec l'intégration régionale amorcée dans les années 1950 et 1960. Il est rarement questionné, ce qui est dommage. Il est pourtant une institution majeure héritée de l'économie de comptoir. Depuis 1892, peu de changements sur le plan du commerce extérieur. La Nouvelle-Calédonie accueille en franchise les marchandises venant de France et élève des barrières douanières contre les marchandises étrangères dans la mesure où ces mesures, justement, se révèlent acceptables économiquement et commercialement par le haut négoce local. Cette situation fut reconduite à l'identique par le décret du 14 mars 1954 relatif au régime douanier des territoires d'outre-mer. Les anciennes colonies de l'Empire forment depuis 1964 une sorte de marché commun où les territoires d'outre-mer sont considérés comme des satellites de la France. Avec l'essor de l'intégration régionale européenne, au même titre que les autres collectivités d'outre-mer, la Nouvelle-Calédonie a été associée au marché commun à partir de 1957. Et en 1998, la situation fut entérinée au moment des accords de Nouméa. L'étude des importations contemporaines montre que la Nouvelle-Calédonie reste un marché protégé pour l'industrie française et l'économie européenne. Le volume des importations s'est accru depuis le changement de dimension de l'économie calédonienne, mais le détail des marchandises importées par type et par provenance, que je vous montre au tableau, donc je vais vous montrer après. Voilà, pardon. Le détail des marchandises. Ah non, il y a un problème. OK, on va faire avec celle-là. Le détail des marchandises importées par provenance révèle l'internationalisation du trafic et en particulier la part prise par les pays asiatiques et européens. Donc, de nombreux partenaires commerciaux originaires d'Asie sont apparus depuis les années 70. La Thaïlande, l'Inde, le Vietnam, Taïwan, les Philippines. Ils sont venus rejoindre Singapour, le Japon, mais surtout la Chine, qui sur la période 2002-2017 figure aux 4e place du tableau des marchandises importées en volume, derrière la France et les 2 partenaires commerciaux les plus anciens du port de Nouméa, l'Australie et la Nouvelle-Zélande. Malgré cette internationalisation, le régime douanier protectionniste a continué à favoriser les importations européennes, même si l'éloignement géographique engendre des surcoûts. C'est ainsi que plusieurs pays européens se trouvent bien placés dans la liste des importations par provenance, l'Italie, l'Espagne, le Pays-Bas, la Belgique ou l'Allemagne. Pour l'industrie française, la Nouvelle-Calédonie, elle dispose de ressources minières indispensables, mais aussi elle constitue, tandis que pour son commerce et ses entreprises, elle reste un espace privilégié pour exporter ses marchandises ou pour étendre ses activités. Le territoire calédonien est une chasse gardée pour plusieurs multinationales françaises au même titre que les autres collectivités d'outre-mer. Cette question du privilège dont la France bénéficie pour l'accès aux ressources et au marché calédonien est un thème central de la décolonisation économique, pourtant peu abordé. Même s'il n'a jamais été question d'exclusif pour caractériser le protectionnisme français en Nouvelle-Calédonie, le principe selon lequel l'État français a investi dans son empire colonial pour pouvoir bénéficier de retombées positives, il continue à être appliqué aujourd'hui à travers ce protectionnisme. Le haut négoce calédonien s'en accommode très bien puisque d'une certaine manière, il a été rejoint par de nombreux investisseurs métropolitains depuis les années 1960 et d'autre part, car il protège d'une certaine manière de potentiels investissements concurrentiels étrangers. Voilà pour ces persistances sur la souveraineté française. Pour conclure, je voudrais insister sur un ou 2 points. Les anciens tenants de l'économie de comptoir, ainsi que l'économie métropolitaine, ont été les mieux placés pour tirer profit de la croissance économique qui découla de cette période de développement. Mais depuis la montée de l'indépendantisme et l'entrée en jeu plus récente des multinationales étrangères, ont changé la donne. Que reste-t-il alors des institutions de l'économie de comptoir?
Comme je vous l'ai dit, quelques grands groupes d'entreprises bien placés au sein de l'oligopole qui contrôle l'économie, ce qui joue sur la vie chère et une économie très politique qui se mesure à l'aune du maquis de la fiscalité exonératoire. Ces persistances ne sont pas seulement les fruits de l'économie de comptoir, mais aussi la conséquence du fait que la Nouvelle-Calédonie est une petite économie insulaire. Si ces persistances sont peu nombreuses, elles restent présentes dans le quotidien des Calédoniens et entretiennent la dépendance au sentier d'une économie où seules les importations sont considérées comme rentables. Il est important de ne pas perdre de vue que la naissance de l'économie de comptoir calédonienne, à travers la loi Méline en 1892, comme je vous l'ai expliqué, représenta une forme de compromis entre l'État français et le haut négoce local, qui était maître à l'époque du Conseil général. Le haut négoce accepta, contraint et forcé, le cadre protectionniste que l'État français lui imposait en 1892. Malgré tout, l'État français, sachant qu'il ne pouvait s'aliéner l'appui du haut négoce local, il ménagea dans la mesure du possible ses intérêts en lui laissant une marge de manœuvre commerciale suffisamment importante. Ce compromis, cette tension entre une métropole qui doit tirer les fruits de sa colonie qu'elle exploite et le haut négoce qui est le relais local du capitalisme et du commerce français, a donné un rôle politique majeur donc, au haut négoce numéro 1. Depuis, la situation a évolué, comme je vous l'ai montré. Dans les années 1960, le haut négoce numéro 1 a montré des velléités autonomistes, en particulier dans le secteur de l'industrie minière, mais il est resté en grande partie hostile à une véritable remise en cause du protectionnisme français. Dans le cadre de la réflexion sur la pleine souveraineté de l'archipel, le rôle que pourrait jouer le haut négoce calédonien doit être questionné, tout comme pourrait être énoncé plus clairement les intérêts que l'État français souhaite défendre en Nouvelle-Calédonie. Voilà, j'en ai fini. J'espère que vous n'avez pas trop demandé. Bien, nous sommes donc arrivés à la deuxième partie de ces rencontres de la médiathèque. Si vous avez quelques questions à poser il y a déjà quelqu'un qui lève le doigt. Merci. Donc, moi, j'avais une question. D'après vous, on a coutume d'entendre dans les rues, au plan politique, que la Nouvelle-Calédonie, aujourd'hui, coûte plus cher à la France qu'elle ne lui rapporte. Est-ce qu'il y a des études documentées sur le sujet qui pourraient nous permettre d'être fixés sur ce point? Alors, oui, c'est de votre question. Oui. Du coup, effectivement, je pense qu'il y a de nombreuses études qui sont menées. Donc, la Nouvelle-Calédonie face à son destin, qui à l'entrée a mené, enfin, les auteurs de la Nouvelle-Calédonie face à son destin l'ont mené. Par contre, je pense qu'il faut faire attention quand vous dites coûte plus cher à la France. C'est quoi la France? Je pense que c'est ça qui est important dans le mot, parce que est-ce qu'on parle de peuple français, d'État français, d'entreprise française? Et je pense que ça, est-ce que la Nouvelle-Calédonie coûte plus cher à l'État À français? l'État français. Je pense qu'à l'État français, il lui coûte plus cher. J'ai pas de. Il faudrait regarder. Oui, effectivement, oui. Ça coûte plus cher à l'État français que ça lui rapporte. Puis, en fait, je voulais savoir si j'avais bien compris, quand on parle d'économie de comptoir, c'est donc en économie, et ça voudrait dire qu'il y a une phase, une période dans l'histoire où la colonisation s'est appuyée sur cette forme de système économique. Et vous dites, à un moment dans l'exposé, en 1950, on parle d'une ex-puissance coloniale, parce qu'on date de cette époque, sans doute, la fin de cette économie de comptoir. Mais est-ce que la fin de l'économie de comptoir signifie la fin de l'époque coloniale? Est-ce qu'aujourd'hui, en fait, elle n'emprunte pas de nouvelles formes, mais est-ce qu'elle ne persiste pas? Puisque les rapports de domination économique existent toujours, comme vous nous le démontrez, par ces tableaux, par tout ce que vous venez de nous dire. Et puis, j'avais un dernier point sur lequel je voulais... Il y a une dimension aussi de géopolitique qui intervient au-delà de l'économie.
qui fait que si l'intérêt majeur aussi de la France, c'est d'avoir une place dans l'océan Pacifique, de tenir ce rang, y compris sur le plan militaire, sur le plan purement stratégique. Voilà, merci. Merci pour les questions. Donc, effectivement, quand je parle d'ex-puissance coloniale, je reprends. En fait, on a toujours, par définition, on fait arrêter la décolonisation, enfin, on fait commencer plutôt la décolonisation en Nouvelle-Calédonie en 1946, à la fin du régime de l'indigénat. Parce qu'on a vraiment un changement de discours de la part de l'État français par rapport à la colonisation. Et c'est d'ailleurs que de ça que résulte le territoire d'outre-mer, et la création des territoires d'outre-mer. Mais c'est toute la question des persistances coloniales où les choses ne sont pas si simples. C'est comme on a toujours dit que 1492, ça n'a jamais signé la fin du Moyen-Âge, en fait. C'est des lignes qu'on s'invente. Effectivement, il y a une véritable continuité. Et c'est d'ailleurs ce que j'ai voulu montrer sur le plan du commerce. Si on se pose du point de vue politique, si on regarde l'Assemblée territoriale, on a un véritable début de décolonisation dans les années 1950 avec l'accès des droits civiques au Kanak. Mais c'est sur le plan politique. Mais sur le plan économique, effectivement, on observe vraiment qu'on a un décalage temporel, puisque moi, je ferai commencer la décolonisation économique aux accords de 1980, enfin, à Matignon, quoi, en 1988. Ça, c'est de mon point de vue. Même si il y a eu des bénéfices par le biais de développement, vraiment le moment où les Kanaks commencent à prendre en main l'outil économique, peut-être commence avant, mais je devrais dire peut-être qu'au moment de la création des régions, au moment de la création des régions dans les années 80, ça serait peut-être là le moment où vraiment on a un début de décolonisation sur le plan économique en Nouvelle-Calédonie. Et sur la question de l'intérêt, ben, bien sûr, voilà, je n'ai pas grand-chose à vous dire de plus. Vous l'avez bien dit, la France, elle a un intérêt géostratégique ici, et l'Europe aussi. L'Europe a un intérêt, à travers la Nouvelle-Calédonie, l'Europe a un intérêt géostratégique sur le plan militaire, mais aussi sur le plan diplomatique et économique. Avoir des territoires qui vous sont reliés vous permet peut-être d'assurer des discussions avec les voisins océaniens. Et on voit bien que ces derniers temps, l'Europe, elle a tendance à se rapprocher, à faire les yeux doux, l'expression est peut-être pas très heureuse, mais au territoire d'outre-mer, parce que c'est quand même un moyen de garder les contacts sur le plan diplomatique, mais aussi sur le plan commercial, qui est pas négligeable. Bonsoir. Votre exposé est intéressant parce qu'il donne une vision long terme en fait, des relations commerciales entre la France et la Nouvelle-Calédonie. Je voulais vous poser une question sur l'évolution récente, quand on regarde les chiffres de 2023 en particulier. Quand on prend les importations, on importe 354 milliards d'importations. Et en termes d'exportation, on est à 282 milliards environ, ce qui fait un déficit de 116 milliards. Mais quand on prend sur l'importation, notre premier partenaire naturellement c'est la France, hein. En gros 120 milliards, mais l'IOM a produit dans son rapport de 2023 le fait suivant, c'est qu'en fait sur les 120 milliards qui viennent de métropole, 80% ne sont pas fabriqués en France. Hein, c'est pas moi, c'est 80%. Donc en clair, on sait tous qu'en fait ça vient d'Asie, principalement de Chine. Donc ça veut dire qu'en fait, il y a des marges qui sont prises entre la Chine et la métropole, et puis la métropole et la Nouvelle-Calédonie. Ça, c'est exprimé dans les rapports de l'autorité de la concurrence, qui dit qu'il y a un surcoût de 30 à 40% sur ce flux Nouvelle-Calédonie, Union européenne et puis Nouvelle-Calédonie. Le souci, c'est qu'en fait, là, on est confronté à des pratiques de centrales d'achat. Et en fait, à mon sens, on est à la veille de la transition qui a été faite dans les années 70 par l'Australie. C'est-à-dire que l'Australie, dans les années 70, ça a été confronté au même problème, à importer donc par exemple du textile de Grande-Bretagne. Puis à un moment, ils se sont rendus compte qu'importer par exemple d'Asie du textile, ça coûte moins cher. Est-ce que, d'après vous, cette conversion pourrait être faite
C'est-à-dire qu'on passerait des importations de métropole à des importations d'Asie en direct, sans passer par les coûts. Sans passer par les coûts liés à la logistique en particulier. Si j'ai bien compris la question, est-ce qu'on pourrait observer une modification dans les importations qui passent plus, pour certaines, qui passeraient plus par la France et qui viennent directement j'avoue, j'ai Bah, disons que là, on n'est plus à, pour certains, on est à 80%, oui, hein. Ben, en fait, la question, pour moi, elle se pose différent. Enfin, ouais, je sais pas. La question qu'il faudrait se poser, c'est qu'est-ce qu'on a à gagner à importer depuis la France, quoi. C'est ça. Moi, je me positionne en tant que pays. Je j'ai pas de boule de cristal. Je pense que c'est peut-être une décision en fait qui doit être prise à un niveau ou un autre pour peut-être réfléchir aux conditions d'importation. Mais voilà, comme je l'ai dit à l'origine, moi, c'est vraiment quand si on réfléchit en tant que dans la longue durée. euh, Moi, ce que je retiens de ma recherche, c'est que il parle de Fernand Braudel, il parle de gang pour définir les structures qui orientent l'économie. Et c'est intéressant parce que ces gangs, elles enferment, mais elles protègent aussi. Donc la question, c'est de savoir en fait quels sont les intérêts et qu'est-ce que les importateurs ont à gagner à passer par la France. Voilà. Et qu'est-ce que surtout après, les gens ici ont à gagner à avoir le maintien ou alors à modifier la donne. Mais par contre, par définition, on se rend compte que le fait que la structure de la pleine souveraineté soit difficile à remettre en cause, moi, c'est ce que j'essaie de. C'est pour ça que j'ai dit, on se pose ce genre de questions. Je pense qu'elles méritent d'être vraiment posées sur le débat public pour qu'on y réfléchisse collectivement en tant que pays. Voilà, moi, c'est ce que je retiens, c'est cette chose-là aussi. Parce que bon, cette conversion a été réalisée au niveau des exportations. Pendant longtemps, la métropole était le principal client en matière de nickel de la Nouvelle-Calédonie. Maintenant, c'est principalement en Asie, hein. Chine, Corée du Sud, Japon et Taïwan. Donc, est-ce que cette conversion peut se faire? Les entreprises calédoniennes ont tout intérêt à le faire. Aller chercher des machines aussi moins chères en Asie, au Japon, et ça aurait des impacts positifs sur les coûts de production locaux. Vous voyez, c'est des questions très techniques, mais qui ont un impact sur le fonctionnement de l'économie locale. Voilà. Merci. Merci pour la question et la remarque. Merci pour ce très bel exposé. Moi, je voulais, et surtout pour ce dernier bon mot, là, ce gang placé à ce moment de l'énoncé, c'était très intéressant. Joli jeu de mots, bravo. Moi, je voulais vous demander, vous avez étudié le Vanuatu, c'était très intéressant. Est-ce que vous avez fait un rapprochement avec la Polynésie française, où, par exemple, l'alimentation coûte 3 fois moins cher qu'en Nouvelle-Calédonie? Le peuplement a été différent, la colonisation aussi, mais on avait une vraie économie de comptoir au départ. Donc, j'avoue que j'ai très peu étudié la comparaison avec la Polynésie française. Donc, je ne me permettrai pas d'avancer trop de points sur ce sujet. Mais du coup, si vous dites que les prix sont bien moins chers dans l'alimentation, peut-être que ce n'est pas le cas dans d'autres secteurs. Mais surtout, moi, ce qui m'intéresse dans cette réflexion, c'est le lien qu'on peut faire entre les différentes collectivités d'outre-mer. C'est-à-dire que j'ai l'impression qu'il y a aussi, j'essaie de replacer en fait la Nouvelle-Calédonie dans ce réseau France Outre-mer sur le plan économique, voir ce que ça représente. Et donc, du coup, si je comprends bien, vous, ce que vous expliquez, c'est qu'il y a une différence de manière contemporaine sur la manière dont sont importées les choses à Tahiti. Après, moi, j'avoue, je ne connais pas le détail de l'économie contemporaine. Je ne pourrais pas, comme le monsieur l'a bien fait, vous faire le détail des importations et des exportations contemporaines. J'avoue, je suis un peu léger sur ce sujet. Voilà.
Oui, est-ce que je peux essayer de donner quelques éléments de réponse sur les 2 questions qui ont été posées, préalablement? Donc la première, c'est sur la régionalisation des approvisionnements. Donc ce que vous avez très bien montré dans votre exposé, c'est qu'on est dans une histoire du protectionnisme français qui a un petit peu évolué à travers l'économie de comptoir, qui est devenue une économie un peu moins de comptoir dans les années 70, mais qui est tout de même restée, calquée sur ce modèle protectionniste français. Et donc toute la question qui est posée, c'est comment sortir de ce modèle protectionniste français à travers, pour revenir à la question qui vous est posée, la régionalisation des approvisionnements, essentiellement sur l'Australie, Nouvelle-Zélande et l'Asie. Donc ce débat, il est posé dans la société calédonienne. Il va y avoir d'ailleurs un colloque qui sera organisé au mois d'octobre sur ce sujet-là, qui va associer l'université et, pour ne pas la citer, l'autorité de la concurrence. Donc le but, c'est justement de changer de paradigme et d'arriver à favoriser des approvisionnements. C'est pas facile, hein, parce qu'il y a des problèmes de normes, d'étiquetage en français, énormément de choses à faire. Donc ça, c'est un premier élément de réponse qui vise justement à cette réflexion avec les importateurs et les producteurs, avec toutes les entreprises, pour favoriser à la fois les approvisionnements sur la place régionale, hein, du Pacifique et de l'Asie, et aussi de favoriser les exportations calédoniennes vers l'extérieur. Mais pour ça, il faut sortir de ce protectionnisme français. Et ça, c'était la première question. Sur la Polynésie, juste un mot, ce qui est assez extraordinaire en Polynésie française, alors on parlera juste que des produits alimentaires, hein, c'est qu'en 15 ans, la Polynésie a rattrapé le retard sur la Calédonie en termes de vie chère. Et c'est assez extraordinaire. Alors sur les produits alimentaires, encore plus, puisque sur les produits alimentaires, alors on n'est peut-être pas 3 fois moins cher, mais sur certains, on est bien à 2 fois et demi moins cher, hein, bananes, les fruits et légumes, etc. Et la réponse à cette question, alors elle n'est pas totale, hein, mais en partie, c'est par les approvisionnements. Un grand marché sur les États-Unis qui ont permis d'avoir des produits beaucoup moins chers, et puis une culture, je dirais, du circuit direct, et des mentalités de marge aussi qui sont moins fortes. Voilà, donc quelques éléments qui montrent que la Polynésie française a comblé son retard en 15 ans par rapport à la Nouvelle-Calédonie, et sur certains secteurs comme les fruits et légumes, elle a non seulement comblé son retard, mais amélioré presque parfois de 2 à 3 fois les prix sur certains produits. Merci pour ce complément d'information. Merci, oui. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Ah, Oui, je voulais juste savoir comment politiquement ils avaient fait en Polynésie. Je rebondis sur ce que vous dites. J'aurais bien savoir quels outils ils ont utilisés pour parvenir à ce prodige. Je pose la question à monsieur le directeur de l'autorité de la concurrence, s'il peut me répondre. voilà, moi qui reviens, oui. Bon, j'ai pas la réponse à votre question, mais véritablement, je pense que les approvisionnements sur certaines zones ont été une des raisons. Alors, c'est difficile de répondre à toutes ces questions, mais à la fois le territoire qui fait les circuits directs, la régionalisation, je dirais sur certains pays comme les États-Unis, les importations, sont des éléments de réponse. Après, il y a une question de mentalité, j'ai envie de dire. Et ça, c'est plus difficile à répondre, c'est-à-dire que concrètement, voilà, les circuits sont différents, mais après, la vie est chère en Polynésie française, hein. Faut, eh, mais l'alimentation, c'est vrai que sur ce point-là, ils ont été très, très bons. Il y a eu, par exemple, je prends un exemple sur les tomates et les salades. Il y a eu alors, pour le coup, c'est des oligopoles, hein, qui l'ont fait, hein. C'est des grands négoces, comme vous dites, qui ont réussi à mettre en place certaines choses, qui ont divisé par deux le prix des tomates et des salades à travers des, qu'on appelle ça,
des cultures en serre, excusez-moi. Voilà, donc une multitude de choses qui ont vu que petit à petit, sur certains produits, la Polynésie a été meilleure. Mais bon, je ne répondrai pas à votre question. Après, il y a d'autres raisons plus complexes. Bonsoir. On va donner un peu à manger là avec quelques questions. Donc, déjà, bon, merci pour la présentation. Euh, bon, déjà, la première question, c'est est-ce qu'on peut dire que ce système d'économie de comptoir représente la dernière forme de l'impérialisme, une nouvelle forme du capitalisme qui se transforme à chaque fois et qui continue, on va dire, d'asservir les populations, notamment, bah, on parle de la vie chère en Nouvelle-Calédonie, mais c'est la vie chère dans tous les territoires d'outre-mer, hein. Et est-ce que ça n'a pas un lien aussi, tout ça, enfin, l'entretien de cette économie de comptoir avec, comment dire, l'indexation des fonctionnaires qui favorise une bulle spéculative, hein, dans les différents territoires. Et après, pour sortir de cela, ben, est-ce qu'il ne faudrait pas une prise en main de l'État ou un contrôle, on va dire, assez strict pour éviter les lobbying des grands groupes, hein? Je vais prendre un exemple simple. Ayant travaillé dans la mine, quand je passe par un importateur local pour des pièces d'engins, si je passe par eux et ou si je le fais moi-même, je peux arriver à des rapports moindres de deux, quoi. Donc, moi, ça me faisait halluciner, mais c'est une réalité. Et là, on parle de pièces, d'engins miniers, là. On parle pas de nourriture ou d'autre chose, hein. Donc voilà, merci. Merci pour les questions. Donc, il y en a trois, si j'ai bien retenu. Donc, l'impérialisme, c'est ce que j'essayais de. En fait, c'est ce que j'essaie de. Je n'ai pas questionné l'impérialisme dans ma thèse, mais effectivement, j'ai un point de vue un peu, on va dire, marxiste, puisque du coup, je parle de haut négoce et j'ai quand même cette vision. Mais l'idée, c'est que, euh, euh, pour moi, en fait, c'est la question de ce que représente aujourd'hui la France, non pas en tant que juste territoire, mais la France en tant que territoire international. Donc, les pays qui sont sous souveraineté française, enfin les pays, oui, les pays qui sont sous souveraineté française sont nombreuses. Et pour moi, ils constituent effectivement un tout qui contribue tout de même à enrichir en partie l'économie française, en bonne partie l'économie française. C'est pour ça tout à l'heure, je disais à la dame, je disais de qui vous parlez. Je pense que euh, est-ce que c'est l'impérialisme de l'État? Est-ce que c'est l'impérialisme des multinationales françaises? Je pense que c'est une question qu'il faut se poser. Et c'est pour ça que je suis content que vous posiez des questions et que vous y répondiez vous-même, parce que moi, j'avoue en économie contemporaine, je suis moins calé certainement que les gens qui l'étudient sérieusement. Et pour moi, c'est vraiment intéressant qu'on essaie d'envisager ce questionnement, parce que quand on va parler de la Nouvelle-Calédonie, de l'intérêt qu'elle représente pour la France, on va mettre en avant souvent la question diplomatique, la question militaire, le rayonnement, etc. Mais la question économique des multinationales ne vient pas en jeu, mais même la question économique, voilà, cette question, pour moi, elle est liée à la question de l'impérialisme, une forme d'impérialisme économique. Donc ça, c'est pour ça que je suis vraiment... c'est bien d'ouvrir le débat là-dessus, je trouve. Et concernant l'indexation des fonctionnaires, j'en ai parlé tout à l'heure. Effectivement, je ne suis pas économique spécialiste, mais c'est assez mécanique. Jean Fraisse l'a bien montré dans son travail. Voilà, l'indexation des fonctionnaires favorise donc du coup la consommation de produits importés. Et donc peut-être aussi des produits qui sont très chers, peut-être des prix élevés sur certaines gammes de produits qui sont réservés aux gens qui ont les moyens de l'acheter puisqu'ils bénéficient de cette indexation. Donc ça pose des questions, l'indexation des fonctionnaires, elle pose des questions d'inégalité économique importantes selon moi. Et pour revenir sur la question des lobbies
et des grands groupes qui peut-être font des marches. Je pense qu'il n'y a pas que les lobbies et que les grands groupes qui font des marches. On parle souvent de comportement de marge euh, qui peut-être se fait à plusieurs niveaux de l'économie calédonienne. Peut-être qu'il y a une habitude de la marge importante, je ne sais pas, j'y mets une supposition. Et alors, l'intervention de l'État là-dedans, alors je ne sais pas de quel État tu parles, si c'est de l'État français ou de l'État calédonien en formation, en gestation. On rentre sur des sujets qui sont très délicats, puisqu'il s'agit de dans quelle mesure l'État a le droit, le pouvoir de contrôler le commerce. C'est une question qui est fondamentale, puisqu'on sait que le capitalisme, pour se réguler, a du mal à se réguler tout seul, pour être gentil. Et du coup, de quelle manière on peut réguler le commerce tout en laissant la liberté de commerce? C'est une vraie question, en fait. Et je pense qu'il n'y a pas de réponse toute faite, mais ce que tu constates ce que vous constatez dans la mine, je pense que voilà, on le constate tous au quotidien quand on veut réparer notre voiture ou autre. Mais voilà, ça pose vraiment. Après, il y a deux côtés, je pense qu'il y a l'aspect état d'esprit de l'entrepreneur et l'aspect quels sont les pouvoirs, mais aussi jusqu'où peut-on aller dans le contrôle de l'économie, c'est quand même une vraie question, quoi. Oui, alors il y a une des solutions qui pourrait être avancée, qui a été avancée lors du conclave d'ailleurs, c'est d'avoir une révision de l'article 29 de la loi organique qui permet de signer des conventions économiques pour la Nouvelle-Calédonie, la loi organique de 99. Et quand on la compare à l'article 39 de la loi organique de 2004 de la Polynésie, la Polynésie a plus de facultés à signer des conventions. Et il y a indiqué avec tout État. Donc, c'est-à-dire que, alors que la Nouvelle-Calédonie, elle est circonscrite au Pacifique Sud. Donc là, je pense qu'il y a une évolution possible, hein, pour aller chercher des produits moins chers. C'est toujours la même histoire, hein. Alors, si on nous demande d'être autonome économiquement, et c'est la question qui est posée actuellement au gouvernement Ponga, nous venons de perdre 10 à 15% de PIB en 2024, il est temps de rénover notre modèle économique. Rénover notre modèle économique, et je suis heureux d'entendre la réponse de M. Rottera, c'est importer mieux, moins cher, avec des produits de meilleure qualité. Mais on est confronté quand même à des résistances d'un État jacobin, quand même, hein. Aller signer des conventions économiques avec, par exemple, je sais pas moi, l'Indonésie, sur le nickel, par exemple, il y a des résistances, c'est évident. Mais si on y arrive, là, l'économie va changer. Et c'est, je pense, l'un des enjeux du gouvernement Ponga actuellement, qui cherche lui aussi à signer des conventions, naturellement sous le contrôle de l'État. C'est normal, hein, mais l'ouverture, elle est là, hein. Cette régionalisation que M. Rottera préconise et que d'autres ont préconisé depuis 2012 au moins, si ça a été fait depuis 2012 et qu'on est en 2025, c'est toujours pas fait, c'est qu'il y a bien des résistances. Donc, une révision constitutionnelle sur l'article 29, une révision de l'article 29 de la loi organique serait un des outils possibles. Bonsoir. Moi, j'apporterai juste ma petite touche personnelle et historique. Je suis d'origine afro-caribéenne. Ce que je constate, c'est que l'économie marchand qu'il y a au port, l'économie, l'aspect mercantile, c'est quelque chose qui s'est déporté, qui était initialement dans les Caraïbes, en fait. Donc, ce qui s'appliquait dans les Caraïbes a commencé ici, ensuite. Fin 1848, ils sont arrivés ici en 1853. Mais dans les Caraïbes, pour faire un transfert, par exemple, il y avait ce que vous appelez le haut négoce. C'est simplement une classe bourgeoise qui a pris pied dans la colonie et qui s'est enrichie en complicité avec l'État. Et forcément, il y aura toujours une élite. Une élite, il y en aura toujours. On ne peut pas faire autrement. Mais par exemple, aux Antilles, à un moment donné,
ce qu'on appelle les béquets, ceux qui avaient des plantations, des habitations, faisaient du commerce avec autre que la France. Et ça embêtait la France. Donc l'objectif de la France, c'était aussi de gagner de l'argent dans les colonies. Euh, du coup, la France imposait des taxes douanières aux Hollandais, aux Anglais, ce qui a fait que ces taxes ont mené à des guerres physiques, ce qui fait qu'il y a eu des forts, etc. Et ça a aussi gêné les béquets initialement sur le terrain. Donc le haut négoce que vous appelez l'élite, ça les a gênés. Du coup, il y a aussi eu des combats, entre guillemets, ou des luttes contre l'État français et ceux qui géraient les colonies, en gros, la bourgeoisie. On a parfois mis des gouverneurs dehors. L'État a envoyé des gouverneurs pour apaiser les choses. Je voudrais juste savoir si ici en Calédonie, il y a eu aussi, par rapport au négoce, cette pression mise par la bourgeoisie locale pour éviter d'avoir trop de taxes et d'impôts de la France, parce que justement, l'objectif de la France, c'est que les colonies ne coûtent pas d'argent. Or là, depuis qu'on a décolonisé, c'est à ce moment-là qu'il y a eu un déficit commercial énorme pour les colonies. En fait, on perdait beaucoup trop d'argent. La France a dû dépenser beaucoup d'argent. Or, à l'époque, ici en Calédonie, comme aux Antilles, on faisait de la banane, de la canne à sucre, du café. On avait une économie variée. Et ici, à partir du moment où on a décolonisé, on s'est concentré sur le nickel, certes, on s'est enrichi, mais il y a eu un déficit monstre qui s'est créé. Donc, et ça, c'est la deuxième partie. Est-ce qu'il ne faudrait pas revenir à une économie plus agricole, diversifiée? Et je voulais juste savoir s'il y avait eu des pressions mises par le haut négoce local sur l'État français pour que, comme a dit monsieur, faire du commerce avec moins de barrières douanières de par la France, pour faire du commerce avec l'Indonésie, Fidji, Australie, de façon plus libre. Ce qui fait que la bourgeoisie locale pourrait baisser les prix mécaniquement. Alors, c'est ce que j'expliquais tout à l'heure. Pour moi, c'est l'acte de naissance de l'économie. Pardon, ce que j'expliquais, c'est que c'est l'acte de naissance de l'économie de comptoir en 1892. C'est justement cette négociation qui est réalisée entre l'élite locale, ou appelons ceux qui les représentants au Conseil général, et l'État français sur cette question des droits à l'importation, de l'imposition du régime douanier. La France, à ce moment-là, l'impose. En gros, il n'y a pas de négociation possible, puisque ce n'est pas uniquement en Nouvelle-Calédonie, c'est tout dans l'empire colonial. Mais malgré tout, elle sait très bien qu'elle ne peut pas se passer du relais local que représente, qui peut mener à la fronde, pas à la fronde, mais à une sorte de grogne locale. Il y a eu des menaces au début du XXe siècle, des comités de colons qui disaient qu'ils allaient se rapprocher ou devenir australiens, plutôt, parce qu'il y avait des liens très forts entre la Nouvelle-Calédonie et l'Australie. Et donc, du coup, on a vraiment cette tension permanente entre l'État qui impose et l'élite locale qui va lutter contre les réformes fiscales. Absolument tout le long de la première moitié du XXe siècle, les registres du Conseil généraux, plutôt les procès-verbaux, montrent ces discussions. D'ailleurs, ce sont les discussions qui sont le mieux préparées par les conseillers généraux. Ils sont toujours au point sur toutes les questions fiscales, d'importation. Vraiment, ils défendent vraiment leurs droits. Et justement, quand ils obtiennent en 1892, enfin, quand on leur impose le régime douanier, il y a déjà 300 exemptions qui sont votées. Et la plupart de ces exemptions sont c'est des exemptions de taxes sur des produits qui viennent d'Australie pour de la raison que tu as donnée aussi, et c'est vrai que c'est intéressant, pour baisser les prix, pour pouvoir faire baisser les prix des importations, parce que ça leur compliquait leur travail au niveau des importations. Mais du coup, on observe toujours cette tension entre, disons que d'une certaine manière, une protection du haut négoce local qui est lié aussi, parce qu'il ne faut pas l'oublier, au capitalisme français par l'État, mais aussi une tentative autonomiste. La plus célèbre, j'en avais évoqué tout à l'heure, je n'y suis pas revenu, mais c'est les années 1960. C'est le moment où, on va dire, je crois que c'est Lafleur et Pentecoste, ils veulent monter une entreprise avec Inco
pour fondre le nickel, quoi. Sauf qu'on est en pleine reprise en main gaulliste et c'est hors de question, l'État à la main. Donc oui, il y a une véritable tension. Moi, je vois cette tension et en même temps cette protection. Et effectivement, on a, vous parliez tout à l'heure, vous parliez de la question agricole. Revenir à une économie plus agricole, après, je pense que ça dépend. Est-ce que c'est une économie plus agricole? En fait, si on réfléchit, l'économie calédonienne, elle était très agricole jusqu'au boom du nickel. Euh, j'ai beaucoup discuté avec Ismet Kourkovic, qui a travaillé sur l'histoire calédonienne, qui connaît vraiment bien et qui m'a repris plusieurs fois, me disant, mais oublie pas qu'avant, on fabriquait beaucoup de choses. En fait, il y avait beaucoup d'autoconsommation. Et dans toutes les communautés comprises, hein, c'est pas uniquement chez les Kanaks ou etc. Tout le monde essayait, jusqu'aux années 50-60, je pense que les gens, ils essayaient, c'était un peu la débrouille quoi, pour tout le monde, aussi bien en brousse que même à Nouméa, quoi. Mais il y a vraiment eu un basculement avec le changement de dimension de l'économie de comptoir et cet afflux d'argent qui est venu. Mais ce qu'on rencontre en Nouvelle-Calédonie, c'est le lot aussi d'autres pays en développement ou qui ont connu le développement. Et on en est tous à se revenir à la question, est-ce qu'on doit avoir une politique, des productions agricoles, retourner à des productions agricoles? Moi, je dirais, la réponse est oui, évidemment, mais par contre, les productions agricoles d'antan, c'était des productions liées à l'exportation, c'était de l'exploitation. Donc, quelle production agricole on veut, quoi? Est-ce que ce sont des productions agricoles, des monocultures? Enfin, voilà, après, c'est un autre débat c'est un autre débat. Pardon. Bonsoir. Je ne sais pas si c'est une question ou juste vouloir faire une discussion. Alors, comment je voulais exprimer ici une, une idée qui est du genre, on parle d'importation, mais enfin, j'aimerais qu'à un moment donné, on cesse d'importer la pauvreté et qu'on exporte notre richesse. Parce que justement, c'est l'importation qui a créé et trop d'aide au niveau genre des dons, des subventions qui ont fait que les gens, ils ont cessé d'être créateurs, de créer par eux-mêmes, de cultiver la terre pour créer de la richesse. Et c'est ça aussi qui amène la pauvreté, c'est parce que justement, il y a trop d'importations. Donc, moi, je pose autre chose. Je me dis, mais peut-être c'est ça le problème, c'est que l'État, lui, il importe. Et il y a aussi des oligarchies, des groupes ici dans le pays qui empêchent les porteurs de projets de rayonner pour enfin pouvoir créer ici l'économie qui va faire avec la population. Faire avec nous plutôt que faire sans nous. C'est ce que je suis en train de penser là à l'instant quand j'entends un peu tout ça. Merci. Du coup, moi, il n'y avait pas de question, donc je ne vais pas répondre, mais je trouve ça intéressant ta remarque, notamment plutôt faire contre nous, avec nous. Je ne sais pas qui c'est le nous, donc c'est un peu. Mais par contre, ce qui est intéressant, c'est l'aspect, effectivement, comment penser l'entrepreneuriat déjà de manière locale, un vrai entrepreneuriat local, c'est-à-dire qui est vraiment un sens localement, qui ne soit pas uniquement calqué sur, entre guillemets, des normes européennes, d'entrepreneuriat calédonien. Et je l'ai dit tout à l'heure dans le texte que je vous ai présenté. J'évoquais la question des. J'ai utilisé le mot de capitaine de l'économie calédonienne parce que je ne sais pas trop comment définir autrement, mais effectivement, dans un pays qui va vers de plus en plus d'autonomie, voire de la pleine souveraineté, la pleine souveraineté, on ne sait pas de quoi l'avenir sera fait. Le rôle, tout à l'heure, tu disais qu'il y avait le rôle des élites est important.
et on est obligé d'avoir des élites. Alors, je ne sais pas si on est obligé d'avoir des élites ou qu'est-ce que c'est les élites non plus. Mais effectivement, quel rôle les puissances économiques du pays, puisqu'il y en a, ou plutôt quel rôle les entrepreneurs, quel rôle le haut négoce du pays veut jouer dans l'avenir politique, enfin, la construction du pays, son avenir économique. Quelle place laisser, quelle orientation par rapport à l'écologie, par rapport toi, tu as parlé d'exporter de la richesse. Oui, voilà. Je pense que c'est des vraies questions aujourd'hui. Et je voulais attirer l'attention aussi sur un collègue qui a écrit un bouquin qui s'appelle, alors j'ai oublié son nom, je crois que c'est Stéphane, son nom de famille. Ça s'appelle N'ayez pas peur du collapse. Et donc le collapse, l'effondrement. L'effondrement, c'est du coup l'idée que, en fait, il y a plus de, il y va plus de transfert public. En fait, c'est la dette quoi qui nous guette, le budget. Donc ça veut dire qu'on est obligé de faire des choix au final, quoi. Parce que ça veut dire, on le voit très bien aujourd'hui, on sait tous, on vit tous dans le pays, on est tous proches, plus ou moins des administrations. On voit que on se serre la ceinture sévère, quoi. Mais du coup, et puis c'est comme ça. Peut-être que c'est une bonne chose ou peut-être que j'en sais rien. La question ne se pose pas, mais dans leur vision des choses, eux, on a peur du collapse, on a peur de cet effondrement, à juste titre peut-être. Mais aussi, c'est l'occasion de se poser les questions, qu'est-ce qu'on veut garder? Parce qu'on sauve toujours des choses. Du coup, qu'est-ce qu'on veut garder pour nous et puis pour eux demain, quoi. Ça, c'est intéressant aussi, ces questions en termes d'économie, parce qu'on sort aussi de la question de est-ce qu'il faut plus importer, mieux importer. En fait, c'est voilà, qu'est-ce qu'on garde, quoi. Merci. Bonsoir, merci pour votre intervention. J'aurais juste, une question à vous poser. Il y a, une trentaine, une quarantaine d'années de ça, comment dire? Il y a un livre qui faisait vraiment autorité, en ce qui concerne, disons le bilan économique, des colonies. C'était celui de Jacques Marseille et en gros, alors si je me rappelle bien, hein, c'était l'époque un peu lointaine de mes études. Sa conclusion, c'est que finalement les colonies, ça avait été, une mauvaise affaire pour l'État et par contre une bonne affaire, pour un certain nombre d'intérêts privés. Alors je voulais vous demander si c'est encore, finalement une théorie, qui est recevable, hein? Et que, est-ce qu'elle peut, finalement s'appliquer aussi à l'exemple calédonien? Alors oui, bien sûr, je me suis posé la question de Jacques Marseille, moi aussi, au début de ma thèse, puisque du coup, c'était la référence en histoire économique coloniale. Et j'ai décidé que j'allais justement pas me la poser, me la poser de questions de la Nouvelle-Calédonie, me demander qu'est-ce que ça avait été pour la France, mais plutôt qu'est-ce que ça représentait pour la Nouvelle-Calédonie. J'avais envie de faire une thèse plutôt du point de vue du pays. Mais effectivement, et c'est ça qui est vraiment intéressant aussi, c'est pour ça que j'ai étudié la longue durée et que j'apprécie toujours de voir, on est souvent sensible à l'événement, à ce qui se passe, mais si on regarde sur la longue durée, on s'aperçoit que l'histoire de la Nouvelle-Calédonie ou de la France et de ses colonies, elle est faite finalement de moments où il y a un moment où l'emprise se relâche et puis un moment où l'emprise revient. Et finalement, on s'aperçoit que derrière ces questions de reprise en main, de relâchement, il y a effectivement la question des intérêts des entreprises privées. Mais par contre, et c'est là où c'est intéressant, c'est qu'on avance prudemment sur ce sujet, puisque c'est quand même difficile de trouver de la documentation qui montre directement le lien entre telle entreprise, je dirais, importante, qui a du poids, et l'État. Et alors ça, c'est vraiment, c'est pour ça tout à l'heure, je parlais de sphère d'initiés. Moi, je ne crois pas au complot ou ce genre de truc. Moi, je pense que dans tous les cas, le dénominateur qui oriente tout ça, c'est l'argent, en fait, hein. C'est vraiment l'économie. Et je pense que vous faites bien de poser cette question de savoir, voilà, qu'est-ce que ça rapporte au final aux entreprises privées et quelles sont-elles? Moi, je trouve qu'on doit se poser aussi ces questions.
Bien, bah, si vous le permettez, je crois que c'est sur cette question d'une historienne à un historien qu'on va clôturer cette soirée. Merci à toutes les personnes qui sont intervenues ce soir. Merci surtout pour les compléments d'information qui ont été apportés quand tu pouvais être éventuellement en difficulté. Je voulais juste signaler que la semaine prochaine, nous avons un autre rendez-vous qui n'a strictement rien à voir, qui n'est pas une conférence, mais c'est une projection d'un film néo-zélandais qui s'appelle Poppy, dont vous avez l'affiche, pardon, devant la salle Sissia, et vous y êtes bien sûr cordialement invités. À très vite. Ah, un mot peut-être. Oui, non, je voulais juste. Je veux pas te. Je sais que tu aimes bien avoir le bon mot de la fin. Je te le redonne après si tu veux. Non, c'était juste pour vous remercier pour la franchise et la qualité des échanges. Moi, j'ai trouvé, c'est mon point de vue, et pour avoir apporté des compléments d'information et effectivement d'avoir posé ces questions. Vraiment, moi, c'était vraiment une motivation de mon travail. C'était mettre des mots sur des choses qu'on connaît et pouvoir en discuter avec les gens. Et voilà. Et vraiment, merci pour la franchise et la qualité des échanges à la fin. Voilà.